Bonsoir Razul Felawen. Nous nous retrouvons ce soir dans le cadre des conférences de l'Université d'été Amazir. L'Université d'été Amazir qui accueille, comme vous le savez, chaque soir à cette heure-ci, on a quelques minutes de retard, des applications à maîtriser, des connexions à établir et ces quelques minutes de retard, nous vous demandons de nous les excuser. Nous sommes là. Donc, je disais que tous les soirs, des connaisseurs, des sachants, des enseignants, des universitaires, des hommes et des femmes qui ont une connaissance du monde amazigh, du monde berbère, viennent nous exposer, nous parler d'un sujet, d'un thème. Et cette université a montré la richesse, la diversité de ce monde amazigh. Et nous remercions tous ceux et celles qui, tous les soirs, nous suivent nombreux aux quatre coins du monde. Vous êtes présents des États-Unis, du Canada, bien entendu d'Europe et notamment de France, mais également de l'autre côté de la Méditerranée, dans de nombreuses villes. Vous êtes attentifs à ce programme et vous contribuez à sa réputation, à sa renommée et à sa diffusion. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir et puis on remerciera l'équipe organisatrice qui tous les jours s'attelle à ce que les choses se préparent dans les meilleures conditions et que les conférenciers puissent être à l'aise et avoir des conditions de connexion les meilleures. Et puis, bien sûr, un merci à ces conférenciers. Ce soir, nous avons choisi un sujet complexe, riche, je dirais difficile, parce que il me semble, avec toute la modestie et l'humilité qui doit toujours qui doit s'attacher à nos propos et à ce qu'on dit, il s'agit de parler des relations, des rapports entre Français et Kabyles. Et nous avons sollicité un historien, Pierre Vermeren, qui est professeur à l'université Paris 1 Sorbonne. Nous lui avons dit, et il serait important que vous nous parliez de cette relation, de ces rapports entre le monde berbère et la France et les Français. Et Pierre Vermeren, dans sa réflexion, il a finalement opté pour un sujet, je dirais, plus limité, et il s'en expliquera, c'est de nous parler des relations, des rapports, de la rencontre telle qu'il l'a formulée dans sa problématique entre Français et Kabyle, et il a ajouté, il a complété cette problématique en parlant de malentendus, et donc nous allons essayer de comprendre, nous allons l'écouter pour comprendre ce qu'il a voulu dire par ce malentendu et puis ce lien particulier, cette relation particulière entre Français et Kabyle. Merci Pierre Vermerin d'être avec nous ce soir. Merci Mustapha. Vous nous entendez bien? Je vous entends bien. Voilà, je sais que vous êtes à un endroit reculé où la connexion n'est pas toujours chose aisée, mais le plus important, c'est que vous soyez ce soir au rendez-vous. Voilà, vous m'avez entendu introduire la problématique, le sujet. Je suis personnellement très curieux de vous écouter et de vous entendre et d'essayer de comprendre. Très bien. Vous avez la parole. Très bien. Merci beaucoup, cher Mustapha, pour cette présentation et votre invitation. Et mes félicitations aussi pour le travail que vous engagez avec courage au cœur de l'été, qui est la suite de beaucoup d'autres. Je compte sur vous pour me faire signe s'il y avait un problème de son, ce qui peut toujours arriver.
Et je voulais m'excuser aussi auprès des auditeurs que je ne vois pas, hein, d'abord du fait que je ne suis pas du tout connaisseur omniscient. Hein, j'ai un certain nombre de connaissances et un certain nombre d'interprétations qui sont les miennes, mais j'accepte qu'elles ne sont pas parfaites, évidemment, et qu'elles sont critiquables. Ensuite, on est au cœur de l'été, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans les meilleures conditions, j'ai un nouvel ordinateur, donc comme toujours, tout nouveau, tout beau, mais il y a quelques petits problèmes. Et puis, cette situation des conférences Zoom, personnellement, n'est pas celle qui me met le plus à l'aise, mais enfin, il faut vivre avec son temps. Alors, cette petite introduction étant faite, j'ajouterai que le sujet dont je vais vous parler, c'est un chantier. Ce n'est pas le fruit d'un travail établi, achevé, hein, c'est une réflexion que je mène à partir de travaux, à partir de mes cours, à partir de mes contacts avec les étudiants depuis 14 ans maintenant à la Sorbonne, parmi lesquels beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui se présentent comme d'origine kabyle ou en tout cas très préoccupés par ces questions. Et puis, bien sûr, beaucoup de lectures et beaucoup de travail aussi sur la colonisation de l'Algérie. Pourquoi avoir resserré ce thème autour des Kabyles et non pas avec l'ensemble des populations amazighes ou berbères? Eh bien, je pense que de la même manière que l'Algérie coloniale a été un laboratoire de toutes les politiques coloniales françaises, la relation que les Français coloniaux du 19e siècle et du 20e siècle ont entretenue avec les Kabyles sont vraiment symptomatiques, sont premières dans la relation, qu'elles embrassent en quelque sorte toutes les relations qu'il y a eu par la suite avec les autres populations berbères ou amazirs. Il y aurait peut-être un équivalent, ce serait la relation particulière que les militaires français ont entretenue avec les Touaregs au Sahara. Mais vous voyez que c'est un cas particulier malgré tout parce que c'est l'armée qui s'occupait de cette région et donc ce n'est pas la République à proprement parler. En tout cas, c'est une branche de la République qui avait des rapports avec les Touaregs. Alors que les Kabyles, bien sûr, ont été au cœur des préoccupations coloniales françaises en Algérie, à la fois en Kabylie, mais aussi à cause de leur émigration très importante dans le reste de l'Algérie, en premier lieu à Alger, puis de l'immigration notamment en Tunisie et au Maroc, dans ce qu'on a appelé les protectorats, et puis bien sûr l'immigration en métropole, puisque jusque dans les années 50, voire 60, les Kabyles représentaient à peu près les trois quarts des émigrés ou des immigrés du point de vue français qui se trouvaient sur le sol de la métropole. Donc vous voyez, il y a là une relation dans la longue durée très particulière. Et d'ailleurs, cette relation très particulière, cette connaissance très particulière, elle commence dès 1830, puisque en 1830, alors je rappelle que l'expédition d'Alger a eu lieu à quelques jours près, il y a exactement 190 ans aujourd'hui. Vous voyez, c'est fait presque 2 siècles. Et donc, à l'époque, les Français, pour des raisons diverses, décident de punir, de faire taire les canons d'Alger et d'occuper la ville si possible. Il s'agit à l'époque, le mot Algérie n'existait pas. On parlait en France de la régence d'Alger, on parlait de la ville des Barbaresques. Et il s'agissait donc de punir ces canons d'Alger qui avaient orchestré la piraterie sur la longue durée dans cette région du monde. Il s'agissait aussi de faire taire un contentieux économique lié entre la Régence et la Révolution française. C'est bien connu à propos de cargaison de blé. Il s'agissait aussi pour Charles X, qui dirigeait la France, de faire une diversion politique. Hein. Souvent, la guerre, c'est un moyen de détourner l'attention des Français. Et puis enfin, il s'agissait aussi d'occuper l'armée française, qui était en quelque sorte au chômage depuis que les Européens avaient vaincu Napoléon en 1814 et 1815. Et cette armée, elle n'avait plus le droit de se battre nulle part en Europe. Et à part 2 batailles en Espagne et en Grèce, elle était donc encasernée.
Et bien sûr, quand les militaires ont eu l'occasion de préparer cette expédition d'Alger, ils y ont vu l'espoir d'une renaissance pour leur armée et ils n'ont plus jamais lâché cette affaire. Or, début juillet 1830, donc lors de la bataille d'Alger, les Français, lors des diverses batailles, se retrouvent face à des contingents très disparates organisés par le pouvoir ottoman d'Alger. Et parmi ces corps d'armée, il y a bien sûr les hommes de la confrérie, les Zouaouas, les Zouaouis, c'est que les Français vont appeler les Zouaves, et qui sont des unités combattantes qui sont des Kabyles de Haute-Kabylie, qui sont des mercenaires en quelque sorte, des alliés bien sûr du pouvoir d'Alger, auxquels ils ont loué leur service. Ce sont des combattants professionnels. Et ces combattants professionnels, ils ont été battus comme le reste de l'armée ottomane par les Français début juillet, et ils ont vendu leur service au nouveau maître d'Alger, les Français, qui était un maître à l'époque provisoire, puisque la décision de rester en Algérie, même si peut-être certains voulaient rester depuis le début, mais en tout cas la décision à Paris a été prise donc en 1834. Et donc dès 1830, l'armée française sur place va fabriquer un corps franco-indigène, on va dire par la suite, une unité mixte combattante que les Français vont appeler les Zouaves, en hommage à cette confédération tribale de Haute-Kabylie. Dans les 20 premières années de la colonisation, ça va être une unité mixte, avec des soldats kabyles et un encadrement européen. Et puis plus tard, dans la deuxième moitié du siècle, ça devient une unité uniquement française, puisque les unités indigènes, entre guillemets, vont être désormais appelées les Turcos, et vont être affectés à d'autres unités. Mais donc, dès 1830, se noue une sorte d'alliance entre l'envahisseur français et ses combattants, alors qui ne représentent qu'une petite partie, bien sûr, de la Kabylie, qui ne représente pas toute la Kabylie et qui ne représente pas non plus ses tribus, mais enfin, c'est une sorte d'alliance de bons et loyaux services. Alors, il faut dire que les Français arrivent en Algérie en ne connaissant à peu près rien à cette région, à ce pays. Ils ont la seule connaissance qu'ils ont, ce sont des connaissances qui font suite à l'expédition d'Égypte, c'est-à-dire dans un pays arabe ou jugé comme tel, que Napoléon avait organisé en 1798 jusqu'en 1801. Il avait envoyé là-bas une armée qui a occupé le Caire, qui a remporté des batailles, qui a aussi subi des défaites, qui a réprimé le soulèvement du Caire. Et cette armée a laissé derrière elle un certain nombre d'officiers, notamment des polytechniciens, dont certains se sont convertis à l'islam, d'autres sont devenus les ministres du Khedive égyptien. Certains ont été des chefs dans l'armée égyptienne, ont participé à la reconstruction de l'armée. Et donc, ces savants, ces polytechniciens, c'était des ingénieurs officiers, sont tombés en quelque sorte amoureux, pour certains d'entre eux en tout cas, du monde arabe, du Moyen-Orient, de l'islam. C'est ce qu'on appelle la mode orientaliste, hein. Et donc, quand les seuls connaisseurs français dans l'armée d'expédition à Alger qui débarquent, ce sont des orientalistes, ce sont des gens qui ont une certaine idée des Arabes, de l'islam oriental, qui parlent la langue arabe, etc. Et donc, ils se rendent compte que les occupants à Alger, ce sont des Turcs. Ces Turcs sont vaincus, ces Ottomans sont renvoyés à la mer. Et finalement, parmi les populations de la ville, il y a différents groupes. Il y a les Maures, il y a ce qu'on va appeler les Arabes, il y a les Kabyles. Et les Kabyles, ce ne sont pas les Français qui les ont appelés ainsi, ce sont les Turcs, ce sont les habitants des montagnes qui se trouvent donc à l'est d'Alger, au bout des plaines et surtout dans les montagnes, donc, et qui sont des membres de la ville, on l'a dit, parce que d'abord il y a des mercenaires, il y a des
soldats, mais aussi parce qu'il y a des commerçants, il y a des agriculteurs, dire que c'est une terre qui est à la fois très peuplée et très pauvre, même s'il y a une agriculture, ça reste quand même une montagne méditerranéenne qui ne fait pas vivre tous ces hommes et toutes ces femmes, et il faut aller chercher sa pitance ailleurs. C'est comme d'ailleurs toutes les populations de montagne, qu'il s'agisse des Suisses, des Corses ou autres, il faut louer ses services pour survivre. Et donc le mercenariat est une option, le commerce en est une autre. Donc, les Français ont quelques préjugés orientalistes au moment où ils arrivent, bien sûr, à Alger. Ils vont même utiliser pendant la conquête des officiers comme Youssouf. Plus tard, Napoléon III aura le fameux conseiller Ismaël Urbain, qui est un héritier des Saint-Simoniens, donc de ce groupe d'officiers très marqué par l'orientalisme. Et donc, ils vont projeter sur ce qui devient l'Algérie en 1839, jusque-là c'était le pays des Barbaresques ou la régence d'Alger, ils vont projeter sur ce nouveau pays, on peut dire, une sorte de fantasme, de projection orientaliste, mais néanmoins, comme je le disais, ils traitent avec les Kabyles, notamment par le biais de ces militaires. Les Kabyles vont servir aussi, vous savez que la proximité entre la Kabylie et Alger, la nécessité pour les Français, les Européens qui se trouvent à Alger, d'avoir des produits, des biens alimentaires, des biens divers, des biens artisanaux dans un premier temps, bien sûr, se crée entre la capitale de ce qui va devenir l'Algérie coloniale et les périphéries. Et donc, la Kabylie aussi, comme ça s'était fait à l'époque des Turcs, va être un des fournisseurs de cette ville. En tout cas, ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, et je terminerai ainsi mon introduction, c'est que les Kabyles, pour les Français, ont été une réalité qu'ils ont connue dès leur arrivée en Algérie, et alors qu'il a fallu attendre finalement 1839 pour qu'on emploie le terme algérien. Donc c'est quelque chose qui, il ne faut pas dire que les Kabyles étaient tout et les Algériens n'existaient pas, c'est pas du tout la question, mais en tout cas, les Kabyles sont une réalité qui existait avant les Français. On va voir ce que vont faire les Français de ce terme, et on va voir la manière dont ils ont traité cette région et ses habitants. Mais en tout cas, une relation s'est instaurée donc très tôt. J'ajoute qu'en 1832, en Oranie, c'est-à-dire dans l'ouest du pays, un jeune chef arabe, ou réputé arabe en tout cas, qui s'appelle Abdelkader, proclame le djihad contre les Français. Et les Français vont tout de suite y voir, et notamment les fameux officiers de l'armée, les Saint-Simoniens, ceux qui ont parfois participé à l'expédition d'Égypte, vont tout de suite voir là l'incarnation du chef arabe qui se soulève contre les Français. Alors on sait que voilà, donc vous voyez, donc ça veut dire que cette manière de désigner les populations, alors après on a divisé pour régner, etc. Les Français ont inventé les Kabyles, ont inventé les Berbères, ont inventé les Arabes, etc. On voit que ces termes ont une origine, ils sont utilisés dès le début. Ils désignent parfois des alliés, ils désignent parfois un adversaire. Ce qui est certain, c'est que à partir de 1832 et jusqu'en 1847, c'est-à-dire la reddition d'Abdelkader, la figure d'Abdelkader, c'est le chef arabe par excellence qu'il faut combattre. Et on peut dire donc en gros, à partir de 1832, 1835, 40, les pièces de les personnages de la pièce qui vont se dérouler pendant la période coloniale sont déjà installés. Alors, donc, vous avez vu que je vais faire de l'histoire parce que je pense que pour comprendre ça reste d'abord mon métier, ça reste aussi par pratique et par conviction, à mon avis, un des meilleurs moteurs d'explication des réalités qui sont les nôtres pour comprendre comment les choses se sont agencées, comment elles se sont fabriquées et comment on en arrive donc au titre un peu étrange que je vous ai présenté. Donc je vais balayer toute la période coloniale jusqu'à la guerre d'Algérie
pour essayer de revenir avec vous donc, sur la nature de cette relation très compliquée qui s'est installée entre les Français et les Kabyles. Alors, il faut dire d'abord que, bon, je ne vais pas raconter l'histoire de l'Algérie coloniale, je ne vais pas raconter l'histoire de la conquête, parce que d'abord, j'en ai pas le temps et ce n'est pas l'objet, mais je vais évoquer quelques points dans l'ordre chronologiquement pour souligner donc l'évolution de cette relation au milieu de cette histoire plus globale qu'est l'histoire de l'Algérie coloniale. Donc d'abord, la longue conquête de l'Algérie, on peut dire qu'il y a une séquence de 41 ans, en gros, entre 1830, c'est-à-dire l'expédition d'Alger, jusqu'à la répression de l'insurrection de Mokrani en 1871. On peut dire qu'il y a là une séquence de 41 ans qu'on pourrait appeler celle de la conquête et qui instaure des relations très complexes entre les Français et les Kabyles notamment, puisque ceux qui apparaissent comme des alliés en 1830 vont devenir les pires ennemis au cours de l'année 1871, puisque le soulèvement de la Kabylie, et en tout cas de l'Est algérien, animé par la Rahmaniya, la grande confrérie de l'Est kabyle, va faire d'eux des ennemis tout à fait dignes d'une punition terrible que l'on connaît bien et sur laquelle je reviendrai. Alors, la première phase de la conquête, je ne parle pas de l'expédition d'Alger ni des hésitations du début, c'est vraiment la guerre contre Abdelkader, qui est une longue guerre avec différents épisodes, évidemment, entre 1832 et 1847, qui se déroule pour une grande partie en Oranie, c'est-à-dire dans l'ouest du pays. Elle se découpe cette phase en deux périodes, entre 1834, c'est-à-dire le moment où la reprise de la guerre. On a là une période d'incertitude avec des batailles, des guerres, des traités de paix, et puis aussi la tentative de construction d'un État par Abdelkader, en tout cas autour de lui et de sa famille, etc., de ses hommes. Il essaye donc dans sa région de fabriquer un État pour combattre, pour lever des impôts, pour fabriquer une armée, pour combattre l'envahisseur chrétien, ou en tout cas perçu comme tel. Et puis ensuite, il y a la phase de la guerre à outrance, menée par Bugeaud, le face-à-face frontal entre Bugeaud et Abdelkader entre 1841 et 1847. Ce qu'on présente souvent comme la guerre de conquête du pays est en fait une guerre qui se déroule essentiellement dans l'ouest du pays et dans le centre du pays, c'est-à-dire dans l'Oranie, ce qui va devenir plus tard les départements coloniaux français d'Oran et d'Alger. Alors, de fait, la France a réussi, en tout cas, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, elle a réussi à ne pas avoir un pays entier contre lequel combattre, puisqu'il y a Abdelkader et ses alliés qui combattent, mais il y a aussi, y compris en Oranie, des tribus qui sont alliées aux Français. Il y a des neutres aussi, il y a des tribus qui sont méfiantes. Il y a le Bey Ahmed de Constantine qui s'est réfugié dans les territoires du sud, à la frontière avec la Tunisie, mais qui n'a jamais coordonné ses forces avec Abdelkader. Il y a aussi les grandes régions de l'Est, la Kabylie et les Chaouis, qui sont dans des situations complexes, puisque certaines parties de leurs terres sont occupées, certaines villes sont occupées, certaines tribus sont alliées et d'autres sont libres et non pas, si vous voulez, il faut bien imaginer qu'à cette époque, il n'y a pas de conscience nationale, que ces tribus, même à l'époque ottomane, la plupart étaient libres, vivaient librement, les groupes tribaux, et donc elles n'avaient pas de compte à rendre à un État. Et donc le fait qu'à des milliers, à 1000 kilomètres de là, les Français combattent Abdelkader ne faisait pas partie de leurs préoccupations. Ça aurait pu en faire partie. C'est des systèmes d'alliances complexes, mais ça n'était pas toujours le cas. Donc les Français ont mené cette guerre contre les deux tiers à peu près du pays, qui était dominé par la figure d'Abdelkader, qui avait dû lui-même combattre très violemment contre des confréries ou contre certaines tribus pour les obliger à payer et à contribuer militairement à ses affaires. Donc, les Français, impunément, enfin, de manière très claire, affirment qu'ils font la guerre aux Arabes. Ils luttent contre les Arabes, contre Abdelkader, le chef arabe, et si vous voulez, se dessine en creux l'idée que
heureusement, dans l'autre partie du pays, il y a au fond les Kabyles, et c'est là qu'on voit que les Kabyles vont absorber, et j'y reviendrai tout à l'heure, presque toute la berbérité d'Algérie, parce que les Français vont pas pouvoir s'empêcher de faire quelque chose qui est binaire, amis-ennemis, arabes, kabyles, etc., etc. Et là, on s'approche de ce qu'on va appeler, bien sûr, le mythe kabyle. Je n'y suis pas encore là. Dans l'est du pays, il ne faut pas croire que pendant que les troupes d'Abdelkader combattent l'armée française, on est dans une situation de paix, on est dans une situation complexe. Parce qu'il y a des tribus et des groupes qui combattent, il y a encore une fois des régions qui sont occupées, il y a des régions qui sont en relation commerciale. Et d'ailleurs, on voit bien qu'Abdelkader vaincu, dans ces parties, que ce soit les oasis du Nord, que ce soit la petite Kabylie, que ce soit les hauts plateaux. Je ne reviens pas donc sur ces épisodes de conquête qui vont se poursuivre à la fin des années 1840 et au début des années 1850. En tout cas, on peut dire qu'on a toute la gamme des relations possibles dans ces régions. On a de la coopération militaire, parce que l'armée indigène, l'armée coloniale continue de fonctionner, et de génération en génération, on va avoir des hommes qui vont de père en fils se succéder dans ces unités et qui vont aller combattre à l'étranger, par exemple en Crimée dès les années 1850. On a des relations guerrières, parce qu'il y a aussi régulièrement des tribus ou des groupes qui se soulèvent et qui combattent. On a la mise en place d'une administration militaire que les Français vont appeler paradoxalement les bureaux arabes, que leur action ait lieu en territoire kabyle ou en territoire arabe, arabophone ou kabylophone ou berbérophone, ce sera toujours les bureaux arabes, puisqu'ils ont été créés par ces officiers dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux Saint-Simoniens. On a des relations marchandes, encore une fois, qui sont constantes. D'ailleurs, même avec Abdelkader et avec l'ouest d'Algérie, il y a toujours eu des relations et des échanges commerciaux, même pendant les périodes de guerre, parce qu'il faut bien manger, se nourrir, se chauffer, etc., et faire des affaires. En tout cas, cette partie de l'Est, elle est dans une situation assez étrange, et finalement les choses vont se débloquer sous le Second Empire, puisque les officiers qui dirigent l'Algérie décident d'en finir avec la semi-indépendance de la Kabylie et vont se lancer donc dans l'assaut. Notamment, alors ils vont grignoter la Kabylie pendant 25 ans. On peut dire qu'elle fait l'objet d'un véritable grignotage par l'extérieur d'abord, puis la basse Kabylie, puis la haute Kabylie, qui va être l'objet donc d'une conquête systématique à partir de 1857, avec la reddition des dernières tribus. Donc vous voyez, finalement la Kabylie est la dernière région soumise du nord de l'Algérie, avec le fameux épisode dont vous avez évidemment entendu parler, de la Fatman Soumer. Et donc cette prise de la Grande Kabylie, elle est considérée par les militaires français comme une grande victoire, puisque cette fois-ci, apparemment, plus aucune résistance ne s'opère. On installe immédiatement des bureaux arabes en Kabylie, et parmi ces chefs arabes avec lesquels négocient les officiers français, il y a bien sûr la famille Mokrani, et notamment le Bachaga Mokrani, qui va être, alors comme dans toute l'Algérie, il y a des Agas, des Bachagas qui vont être les correspondants de l'armée française et qui sont chargés de maintenir l'ordre dans les tribus qui ont été vaincues, ou en tout cas qui acceptent donc de collaborer. Alors, tout ce tiers-est du territoire, finalement, le Second Empire le croit conquis, soumis définitivement, mais vous savez très bien que les choses ne vont pas se dérouler comme ça, puisque moins de 14 ans après, en 1871, il va y avoir une insurrection. Et donc finalement, cette région de Kabylie cette région d'Algérie, de Haute-Kabylie, qui avait été la dernière à être conquise, finalement va être la première à se soulever à nouveau en 1871. Alors les choses sont complexes, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, il y avait un certain accord qui s'était fait entre les officiers
de l'armée française, des fameux bureaux arabes et les chefs dits indigènes, la proclamation de la République en France et le fait que les colons, les Européens d'Alger soient très républicains et demandent la tête des militaires parce qu'ils voulaient engager la colonisation du pays et qu'ils accusaient les militaires de protéger les terres des tribus. Donc ils vont obtenir le renvoi des bureaux arabes et au moment où les bureaux arabes sont en train d'être démantelés en 1871, les chefs indigènes, les chefs de Kabylie, notamment le fameux Mokrani, mais aussi le cheikh El-Haddad, avec la confrérie Rahmaniya, vont déclencher donc une insurrection qui va être une menace terrible sur la colonie, puisque, au fond, ces cavaliers, en quelques jours, vont arriver pratiquement aux portes d'Alger et vont menacer littéralement la colonie. Et donc, vous voyez, ceux qui étaient présentés comme des alliés un peu compliqués vont devenir tout d'un coup des adversaires et on peut dire que la Kabylie va faire l'objet d'une répression ultra violente. Alors de toute manière, la guerre de conquête, elle a toujours été très violente, mais alors même que la paix semblait revenue, en 1871, il va y avoir donc cette violence de la répression dont on ne sait pas combien elle a fait de morts, parce qu'il n'y a pas vraiment de comptabilité, mais en tout cas, elle a fait beaucoup de morts côté français, donc encore plus de morts côté kabyle. Il y a eu aussi la pénalisation donc, de cet épisode avec la déportation, l'exécution donc des exécutions sommaires, et puis l'aspect judiciaire avec la confiscation des terres, pratiquement 800 000 hectares dans l'ensemble de l'Est algérien. Au fond, le tiers du pays qui n'avait pas combattu aux côtés d'Abdelkader pratiquement s'est soulevé à cette époque, et donc des confiscations massives de terres, et puis des amendes qui vont endetter les Kabyles pratiquement pour 3 générations et qui vont donc appauvrir cette région et qui vont en faire une terre de misère. Alors c'était déjà une terre pauvre, on l'a dit, pour des régions, j'allais dire géographiques, liées à la montagne, mais ça va devenir une terre encore plus pauvre. C'est dans ce contexte que mon deuxième point donc, se développe dans la colonie, ce qu'on va appeler le mythe kabyle. Alors ce mythe kabyle, c'est très compliqué, on ne peut pas le résumer simplement, on ne peut pas dire quand est-ce qu'il est né, mais en tout cas, on peut le dessiner à grands traits. Et c'est là que je dis que la Kabylie va en quelque sorte absorber la berbérité dans son ensemble, parce que ce mythe kabyle, ensuite, il sera transporté au Maroc par les officiers français dans le Moyen Atlas ou dans le Souss. Et les Kabyles, le mythe kabyle, pratiquement, on pourrait dire aussi qu'il embrasse les Chaouis, que les officiers vont le ressortir aussi au Sahara avec les Touaregs, etc. Alors, ce mythe, très rapidement, il a une composante géographique. D'abord, c'est l'idée que la Kabylie, c'est ce réduit montagneux qui est devenu la réserve, le lieu de protection des Berbères. Et là, les Français ont ressorti les thèses d'Ibn Khaldoun sur l'invasion des Hilaliens qui se seraient répandus dans les plaines et qui ont obligé les habitants de cette région du monde, donc les Berbères, à se réfugier dans les montagnes. Cette vision, évidemment, qui appartient à Ibn Khaldoun, elle a été popularisée à l'époque coloniale et c'est devenu une espèce d'écriture officielle. Vous connaissez aussi les thèses d'Ibn Khaldoun qui parlent du retour à la vie pastorale. Il y aurait une dépaysanisation du Maghreb avec l'extension du nomadisme. Et les Français disent, regardez, les Kabyles, ils vivent dans les villages. Effectivement, c'était bien une civilisation sédentaire auparavant, etc. Ensuite, il y a l'aspect religieux. L'aspect religieux, une partie de l'Église catholique française a voulu voir, une partie de l'Église catholique tout court, coloniale, a voulu voir dans les Kabyles les héritiers des chrétiens de l'époque romaine en disant que cette Église d'Afrique du Nord, elle avait eu un rôle très important avec des papes, des théologiens, des personnalités très importantes et que les Kabyles, en se réfugiant dans les montagnes pour échapper aux Arabes, auraient fait semblant donc de se convertir à l'islam. Il y a une composante historique aussi, une composante historique à ce mythe qui est que les Kabyles, comme les Auvergnats, par exemple, qui sont aussi des montagnards du centre de la France, auraient été soumis par les Romains, ils auraient été romanisés.
Ils seraient devenus donc des Gallo-Romains. Ils auraient ainsi recueilli la civilisation romaine. Et malheureusement pour les Kabyles, ils sont retournés donc, comme pour reprendre les thèses d'Ibn Khaldoun, au pastoralisme. Ils ont été en quelque sorte décivilisés. Et donc, ils revenaient au 19e siècle. Ça, c'est les théories coloniales liées au mythe kabyle. Ils revenaient donc aux Français de reprendre le travail entamé par Rome, mais arrêté, stoppé par les Arabes. Et puis enfin, il y a une composante militaire au mythe kabyle, qui est aussi alors un mélange de romantisme. Je parlais tout à l'heure des bureaux arabes, la vie sous la tente avec les chefs indigènes, etc. Vous savez, je reprends une phrase de Mokrani qui a dit moi, je m'entendais très bien avec ces militaires. Bon, je ne cite pas exactement, mais enfin, on a retrouvé cette déclaration. Il dit moi, j'accepte d'obéir à des militaires. Il faut rappeler qu'on est dans une société féodale où les liens d'homme à homme après un combat sont très puissants, mais je n'accepte pas d'obéir à des commerçants, sous-entendu les républicains, et donc on se révolte parce qu'on ne va pas obéir quand même à des gens qui n'ont pas cette dignité qu'ont les hommes de la guerre. Alors, ce mythe kabyle, il a été développé par les officiers de l'armée française. Il a été développé aussi dans l'Église catholique, notamment par Monseigneur Lavigerie. Et ce qui fait qu'on va avoir une situation très paradoxale, mais cette relation entre Français et Kabyle est toujours très paradoxale. La relation très paradoxale, c'est que après l'extrême répression de 1870, on va avoir une période de paix. Bon, alors, c'est la paix sur les morts, mais c'est quand même une période de paix. Et la Kabylie va devenir une région dans laquelle l'Église catholique d'Algérie va se projeter. Alors, c'est le fameux épisode des Pères Blancs qui ont été créés en 1868. En 1868, la Kabylie et l'Est de l'Algérie avaient connu 2 ans avant, enfin dans les 2 années précédentes, en 1866 et 1867, une terrible famine. Bon, c'est une famine qui concerne tout le Maghreb, mais qui a été particulièrement dure en Kabylie, puisque la moitié de la population est morte. Sur 600 000 habitants, 300 000 sont morts. Et donc, il reste 300 000 habitants en 1868, dont énormément d'orphelins, qui n'ont plus de famille, qui errent dans les rues, dans les villages, qui descendent sur Alger, etc. Et donc, Monseigneur Lavigerie va voir le gouverneur d'Alger et lui dit écoutez, nous n'avons pas le droit, nous, aux religieux catholiques, de faire du prosélytisme et de convertir les musulmans en Algérie, mais est-ce que vous pouvez nous laisser ouvrir des écoles et des orphelinats dans cette région très déshéritée, puisqu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés, etc. Et il obtient donc le droit d'ouvrir une communauté religieuse, les Pères Blancs, qui va commencer, alors au début ils sont 2 ou 3, mais qui dans les années 1870-1880 va commencer à prospérer et va commencer à installer des dispensaires, des ouvroirs, des cantines aussi dans cette région, dans un certain nombre de villages de Kabylie. Il faut dire que la Kabylie, elle avait souffert de la famine, ensuite elle a souffert de la répression après 1871, et donc c'est une région exsangue, c'est une région très pauvre, qui n'a plus les moyens de subsister, et donc l'installation des religieux dans une quinzaine de villages va créer des centres qui vont permettre de nourrir des enfants et surtout de les franciser. Et c'est là que l'école, bien sûr, va jouer un rôle particulier. Alors, je vais revenir sur cet aspect dans une minute. Je voulais ajouter avant que tout à l'heure, j'ai parlé des militaires. Quand j'ai parlé du mythe kabyle, j'ai parlé des religieux. J'ai pas beaucoup parlé des orientalistes parce qu'en fait, les orientalistes, et je conclue là-dessus ce petit paragraphe, ne s'intéressent pas beaucoup à la Kabylie. Comme je le disais depuis le début, le mythe orientaliste, c'est un mythe arabe. C'est un mythe qui est basé sur l'islam, qui est basé sur la langue arabe. Et donc, pour les orientalistes français qui existent au XIXe siècle, cette région de culture orale aux portes d'Alger, dont ils ne comprennent pas vraiment la langue, qu'il n'y a pas de tradition écrite à proprement parler, ne les intéresse pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Kabyles vont intéresser d'autres groupes. Ils vont intéresser les militaires et les anthropologues militaires. Par la suite, une longue tradition d'anthropologie coloniale. Ils vont intéresser les Pères Blancs, qui eux-mêmes vont faire de l'anthropologie coloniale, mais ils ne vont pas intéresser directement les institutions,
académique, parce qu'au fond, les institutions académiques en France, jusqu'à nos jours, on peut dire, elles s'intéressent essentiellement à la langue écrite, aux pays de culture dominante. Hein, ça, c'est peut-être la tradition latine ou la tradition grecque. Et donc, quand ils vont regarder cette région du monde, ils vont s'intéresser à la langue arabe, ils vont s'intéresser aux savants et aux écrits arabes. Et donc, finalement, ces peuples qui n'ont pas de culture écrite ne vont pas beaucoup les préoccuper. Alors, il s'ensuit que dans les années, donc on est au début des années 1870, hein, au début de la République en France, il y a 150 ans, on va assister à un étrange épisode qui est le fait que dans les années donc 1870, une quinzaine d'écoles religieuses s'installent dans des villages de Kabylie, essentiellement de Haute-Kabylie, mais pas seulement. Et quand Jules Ferry arrive aux affaires, donc il crée les lois scolaires en France en 1881, il crée l'école pour tous les Français, il se trouve que l'Algérie c'est la France, donc il dit il faut créer des écoles pour tous les enfants français, y compris musulmans en Algérie. Là on lui explique que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'argent, etc. Mais il voit qu'il y a quand même un problème puisque dans la région de Kabylie, il y a des écoles confessionnelles. Et donc il demande aux autorités d'Alger de créer spécialement des écoles républicaines dans cette région, parce qu'il n'est pas question de laisser le monopole de la scolarisation des Kabyles aux catholiques. Et donc, ce républicain, franc-maçon, laïque, etc., décide donc de faire ces fameuses écoles. Et donc, on va assister à partir des années 1880 à une compétition en Kabylie entre les écoles religieuses catholiques et les écoles républicaines. Et c'est pour ça que mon ami qui a travaillé donc sur ce qu'elle a appelé la montagne savante, la Kabylie, va devenir une région peut-être la plus scolarisée d'Algérie. Hein. Karima Diresh a montré que elle a appelé son livre La montagne savante parce que justement c'est la région coloniale d'Algérie et même d'une grande partie peut-être de tout l'empire colonial qui a été la plus scolarisée proportionnellement. Alors au début, un peu par le fruit du hasard, on l'a vu avec la Vigerie, et puis ensuite de manière consciente avec l'investissement des républicains. Mais le résultat, c'est que dans cette région où on ne respecte pas beaucoup l'arabe, où on a vu qu'il y a eu une répression terrible, qu'il y a une misère économique, etc., eh bien, on va avoir une scolarisation tout à fait considérable. Et cette scolarisation considérable va transformer les Kabyles, en tout cas une partie d'entre eux. Elle va transformer en tout cas cette société. Et elle va avoir des implications parce qu'une fois que les enfants sont alphabétisés, un peu ou beaucoup, ils vont pouvoir travailler. Le français est la langue du pain dans l'Algérie coloniale, et donc ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir émigrer, ils vont pouvoir s'installer à Alger, travailler avec l'Algérie en langue française, ils vont ouvrir des cafés, des hôtels, des restaurants de billets qui vont partir parce qu'ils sont francophones, et donc comme ils sont arabophones parfois, qui sont kabylophones, plusieurs dizaines de milliers partent en Tunisie, ensuite ils partiront au Maroc, et puis comme ils parlent français, ou très bien parler français, ils vont être très employables, et donc c'est comme France, sur la métropole à l'époque on disait, qu'elle va durer, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, encore dans les années 50, les trois quarts des émigrés en France étaient kabyles. Et c'est là où une répression liée à la révolte de Mokrani va naître, je ne sais pas s'il faut dire un bien, mais en tout cas va naître une situation très particulière, c'est-à-dire migratoire et économique, et bien sûr politique. J'y arrive, métiers de service dans lesquels vont désormais travailler les Kabyles, dans le commerce, dans l'hôtellerie-restauration, dans l'administration, comme instituteur, garde champêtre, greffier, etc., dans l'armée aussi, va évidemment transformer très profondément
cette région qui va de ce fait être peut-être une des plus transformées socialement, économiquement, culturellement de l'Algérie. Alors le débouché normal, et ce sera ma troisième et dernière partie, rapidement, je sais que j'ai un peu mangé sur mon temps, le débouché normalement, ça aurait pu être, dans la perspective française de l'époque, la perspective républicaine, ça aurait dû être l'assimilation et la citoyenneté. Or, vous savez très bien qu'en situation coloniale, il n'y a pas de citoyenneté, d'assimilation possible pour une population qui, si elle devenait majoritaire, évidemment, aurait mis fin au pouvoir du colonat. Et donc, on va être, on peut dire, des années 1880, 90 jusqu'au milieu du XXe siècle dans une situation très paradoxale. Cette situation, à nouveau, très paradoxale. Cette situation très paradoxale, on peut le lire dans beaucoup de travaux. Hein, c'est pas moi qui les ai conduits, mais ils existent. Il y a un travail très intéressant qui a été fait sur la revue des instituteurs de la Bouzaréa, les instituteurs musulmans de la Bouzaréa, qui étaient à peu près 1 millier, dont une grande majorité de Kabyles, et qui sont des instituteurs qui ont créé un journal au début du XXe siècle, La Voix des Humbles, dans lesquels ils expliquent vraiment j'allais dire leurs états d'âme, mais aussi toute la problématique de leur situation, toute la complexité de leur situation, puisque ce sont d'un côté de parfaits francophones, de parfaits républicains, de parfaits laïcs, certains sont laïcs revendiqués, et en même temps, ce sont des Algériens, ce sont des Kabyles, ce sont des gens qui ont de la famille très pauvre et qui n'a pas accès parfois à la scolarisation, mais surtout aux droits politiques et aux droits économiques. Leurs familles sont dans une situation très difficile. Et donc, finalement, un certain nombre d'entre eux deviennent, dans l'entre-deux-guerres, des militants républicains, égalitaires. Mais évidemment, les pratiques politiques dans l'Algérie coloniale, dans l'entre-deux-guerres, ne sont pas des pratiques égalitaires. Et eux qui sont initiés, comme d'ailleurs les immigrés en France, pour beaucoup, hein, qui sont initiés à la vie politique française, qui sont initiés à la presse, qui sont initiés au syndicalisme, c'est-à-dire aux pratiques démocratiques finalement, qui sont des connaisseurs du café, qui sont des lieux de sociabilité, puis ensuite du football, etc. Donc vous voyez, leur acculturation, si on peut dire, elle a été très très loin, mais en même temps, leur mentalité a changé, leur mode de vie a changé, et ils n'ont pas accès donc ni à l'égalité réelle en situation coloniale, ni à la citoyenneté. Et donc c'est là qu'il y a bien sûr une contradiction fondamentale, puisque ces gens qui ont été scolarisés parfois sur plusieurs générations, qui ont changé de mentalité, peut-être sans s'en rendre compte, sans se rendre compte peut-être à quel point il y avait un changement dans leur tête, dans leur imaginaire, eh bien, ils se rendent compte que tant que le système colonial est là, ils n'auront pas accès à une vie politique normale. Donc, du coup, ces hommes, pour beaucoup, c'est des hommes, il y a des femmes aussi, bien sûr, mais ces hommes, en majorité, vont se retrouver aux premières luttes, donc, de la politisation de la société algérienne, et finalement d'une politisation qui va être de plus en plus contestataire, jusqu'à verser dans l'indépendantisme et dans le combat pour la lutte d'indépendance. Alors là, c'est les travaux de Stora, hein, Benjamin Stora a montré, a travaillé sur la création de l'ENA, l'étoile nord-africaine, créée dans les années 20 à Paris, en banlieue parisienne, dans le milieu des ouvriers kabyles. Ils choisissent un chef arabe, on pourrait dire, pour mettre en avant, Messali Hadj, qui est charismatique, qui a beaucoup de qualité, mais ça aurait pu être un chef kabyle. Il se trouve que ça a été Messali Hadj, mais en tout cas, autour de lui, la majorité donc des ouvriers en France, que ce soit à Paris, à Marseille ou ailleurs, sont des Kabyles, souvent communistes pour certains, souvent laïcs, militants syndicaux pour d'autres, qui vont donc créer ce premier parti politique qui va devenir la matrice du nationalisme anti-indépendantiste, enfin du nationalisme anticolonial et indépendantiste algérien via le PPA, le MTLD, le CRUA, et puis ensuite le FLN, mais aussi le MNA, puisque Messali Hadj va refuser la prise du pouvoir par le FLN, comme vous le savez. C'est donc logiquement dans cette région de l'Est algérien
à cheval sur la Kabylie et sur, au sens historique du terme, et sur le pays chaoui que vont éclater les émeutes de 1945, qui sont des émeutes politiques qui ont été organisées, bien sûr, et qui vont faire trôner, si je puis dire, pour la première fois en Algérie, dans des manifestations politiques de rue, le drapeau algérien, et qui vont déboucher donc sur les fameux massacres que l'on connaît de Sétif, Guelma, Karata, etc. Donc, au fond, cette évolution politique, cette radicalisation de ceux qui étaient les plus francisés, les plus francophones à certains égards, ça traduit exactement ce que Lyautey avait prévu et un certain nombre de personnes, à savoir que la reprise de la lutte contre la colonisation, ce serait le fait non pas de ceux qui seraient le plus éloignés du colonisateur, mais ceux qui étaient devenus, par la culture ou par les mœurs, les plus proches. Puisque, au fond, en étant devenu proche du colonisateur, il réclamait l'égalité politique. Et c'est au nom d'un certain nombre d'idéaux politiques qu'ils ont appris parfois dans les écoles de la République, parfois dans les usines, parfois dans les syndicats, parfois dans les partis politiques, qu'ils se sont de plus en plus révoltés. Donc c'est au nom de l'esprit révolutionnaire, dont la France peut se targuer d'avoir été une grande puissance révolutionnaire, si on peut dire, au nom de l'égalitarisme, au nom du nationalisme, cette fois-ci bien sûr algérien et non plus français, au nom de la méritocratie, au nom du communisme, au nom du républicanisme, au nom de l'assimilationnisme. Au fond, la seule option, à la fin, c'est devenu l'indépendance donc de l'Algérie. Mais sur cette route de l'indépendantisme, il y a eu un hic que vous connaissez bien, qui est en 1949, à l'intérieur donc du parti du MTLD, il y a eu la fameuse crise berbériste parce que une très grande partie des militants donc étaient logiquement par rapport à ce que je viens de dire étaient des Kabyles, mais se pose la question des infrastructures idéologiques du FLN et de ce qui va devenir le FLN et ce qui, à cette époque, s'appelle le MTLD et le combat indépendantiste. Et l'infrastructure idéologique, au fond, c'est de préparer la guerre, c'est de préparer un choc frontal contre le colonisateur, et c'est donc d'avoir des appuis. Et parmi ces appuis, il y a l'Égypte, il y a Nasser, il y a le comité de libération du Maghreb arabe qui vient d'être créé au Caire. Et donc, en 1949, que ce soit pour des raisons internes, que ce soit pour des raisons religieuses, politiques ou des relations internationales, le parti doit faire montre de son arabité, de son arabisme, et donc doit faire comprendre aux intellectuels et aux militants, plus exactement kabyles, que si un jour l'Algérie est indépendante, ce qu'elle va devenir, eh bien, il faudra qu'elle ait une culture arabe. Et c'est donc là que, alors ça ne remet pas en cause, bien sûr, la participation des Berbères en général et des Kabyles en particulier à l'indépendantisme, mais en tout cas, ça les met un petit peu en marge pour certains d'entre eux. Ils vont faire la guerre, ils vont faire la révolution, mais ils savent que culturellement, le choix de l'Algérie sera un choix arabiste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est à cette occasion-là que naît le mot berbériste. Il y a une thèse très intéressante qui a été soutenue récemment et qui montre que, de fait, le berbérisme, c'est la conséquence, c'est-à-dire la revendication d'une identité culturelle berbère. Avant, ça allait de soi. Enfin, ce n'était même pas la peine de le revendiquer puisqu'il n'y avait pas de problème. Mais à partir de 1949, il y a un problème, d'où la naissance du berbérisme. Et donc, la Kabylie dans la guerre d'Algérie, ça a été bien sûr une région qui a été un des fiefs. En tout cas, c'est un haut lieu de combat aussi bien que les Aurès, évidemment, le pays des Chaouis. Ça a été les hauts lieux de combat et de résistance pour l'armée française. D'une part parce qu'elle a des grands chefs à l'intérieur du FLN, que ce soit Krim, El Kassem, Aït Ahmed, etc. Elle a des grands chefs militaires sur le terrain, en dépit de leur cruauté, comme Amirouche. Mais aussi, il y a la question de la géographie, bien sûr, et puis il y a la question de cette volonté, de cette rage, en quelque sorte, peut-être, qui s'explique aussi parce que, justement, il y a une connaissance intime des Français, un déchirement des familles. Alors, Mouloud Mamri a très bien montré dans ses romans,
je pense à l'opium et le bâton, mais aux autres aussi. Il a très bien montré de quelle manière, dans les familles kabyles, il y a cette coupure, cette division, ce déchirement, ce clivage, hein, entre ceux qui sont devenus, par exemple, le personnage du médecin, et puis garde. Leurs familles sont divisées, les villages sont rasés, sont abandonnés par l'armée française, sont reconstruits à l'extérieur. L'émigration s'intensifie pendant cette période et au fond les derniers maquis impression sous De Gaulle au plan Châle, ce sont les maquis dans cette région presque inexpugnable. Il a fallu raser des forêts, il a fallu faire une guerre à très grande échelle et finalement un choc frontal entre le nationalisme français et le nationalisme algérien qui s'est fixé en particulier. Bien sûr, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est toute la guerre d'Algérie se soit déroulée dans cette région, mais il a été particulièrement accroché dans cette région. Et donc, vous voyez, pour conclure, que j'avais choisi comme titre la réflexion sur le malentendu, la rencontre entre Français et Kabyles. C'est une rencontre, on pourrait dire, explosive. C'est une rencontre très particulière, faite de paradoxes, de proximité, de haine, de volonté d'égalité. C'est une relation aussi qui est partie sur des bases particulières avec cette histoire du mythe kabyle, hein, les relations qui sont basées sur les mythes, c'est assez compliqué à traiter dans le monde réel. Des intérêts aussi, des intérêts matériels des Kabyles qui avaient faim, qui devaient travailler et qui, pour travailler, devaient parler le français. Et qui, en parlant le français, sont devenus des militants politiques qui ont été à la pointe de l'indépendantisme et qui se sont retournés donc contre la France du fait de cela et qui en même temps, en se retournant contre la France, ont dû accepter de passer sous les fourches caudines du nationalisme arabe. Vous voyez, donc on voit tout ça, c'est une succession de paradoxes. Il n'y a pas eu de compromis possible entre les Kabyles francisés ou ceux qui auraient pu devenir des citoyens français, mais si De Gaulle a tenté l'affaire, peut-être à la fin, mais en tout cas, les Européens d'Algérie ne le voulaient pas et ne pouvaient pas aller jusque-là. Et finalement, la conséquence ultime et étrange de tout ça, c'est l'ampleur, bien sûr, de l'immigration kabyle en France, qui ne s'est pas ralentie, qui s'est poursuivie, qui s'est accélérée pendant la guerre, et puis ensuite, et puis aussi la renaissance du berbérisme culturel, enfin la naissance plus exactement du berbérisme culturel dans les années 60 en France autour de l'Académie berbère. Enfin, vous voyez que là commence une autre histoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, enfin vous êtes ou nous sommes, en tout cas à laquelle nous avons assisté. Mais cette renaissance culturelle, bien sûr, elle a pu se faire paradoxalement après l'indépendance de l'Algérie, République populaire arabe. Vous voyez, donc on n'en sort pas des paradoxes. Et donc, je rends la parole à Mustapha et je suis prêt à répondre à certaines questions. Je vous remercie. Merci Pierre Vermeuren pour cet exposé très riche. Vous avez brassé une période très longue et une période extraordinairement fouillée avec des événements de toute nature, hein, des affrontements, des guerres, des combats, des massacres, et puis, il faut le souligner, un travail idéologique, culturel, politique qui a soutenu ou qui a accompagné, ou en tous les cas qui a été toujours présent dans cette histoire. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses qui interpellent. D'abord, vous dites que vous avez bien situé l'époque, le contexte géographique, l'espace, le fait que sur ce vaste territoire d'Afrique du Nord, les frontières n'existaient pas, les États tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Et vous avez dit que, au fait, le Kabyle, dans la conception, la représentation coloniale, il a absorbé le berbère.
Et c'est comme, au fait, si la focalisation du Kabyle avait éteint, occulté les autres Berbères qui étaient très nombreux à l'époque dans cette terre qui est devenue l'Algérie. Et finalement, on peut se poser cette question, est-ce que, parce qu'on voit très bien qu'il y a eu des calculs, qu'il y a eu des positionnements, même si vous dites que les orientalistes ou tous ces officiers qui avaient fait la conquête de l'Égypte, qui s'étaient nourris par une certaine vision, une certaine perception arabe dans leur démarche politique. D'ailleurs, si vous permettez, vous n'avez à aucun moment évoqué l'idée, la politique du royaume arabe, la construction du royaume arabe. Donc, ce que je vous dis, ce que je veux dire par là, est-ce que le fait qu'on ait mis en exergue le Kabyle n'était pas aussi une façon de dire que ce pays, ce territoire, cet espace, quelque part, était arabe? Parce que même quand vous lisez les mémoires du conseiller de Napoléon III, vous avez cité son nom, celui qui s'était converti à l'islam, rappelez-moi, Urbain, oui. voilà. Quand il parle de ces populations qui vivaient dans l'Algérois, il les désignait comme Kabyles, alors que c'est des populations qui ne sont pas habitantes de la Kabylie actuelle. Voilà. Donc, on n'a pas une idée au fait, voilà, il y a cette question qui se pose. Voilà, c'est ma première question. L'importance des populations berbères à cette époque-là et leur implantation. Et on le sait que dans ces régions, dans de nombreuses régions, le fait berbère, la pratique linguistique était réelle, était importante. Alors, très rapidement, oui, vous avez raison. Les Français considèrent que quand ils sont arrivés en Algérie, ils ont eu des contacts donc de plus en plus rudes et de plus en plus précis et connaisseurs, si je puis dire, avec les populations, puisque après la phase de la conquête, il a fallu administrer au fond les populations et notamment les tribus. Il considérait qu'à peu près la moitié de la population algérienne, la moitié de la population était berbérophone. Donc, ça ne se limitait effectivement nullement à la Kabylie. Hein. D'abord, c'était une Kabylie qui était beaucoup plus grande que la Kabylie actuelle. Il y avait tout le pays Chaoui, il y avait les Chenouis, il y avait des tribus aussi à la frontière du Maroc, de la frontière de la Tunisie. Donc, pour la seule Algérie du Nord, à peu près la moitié des populations dans les années 1830-1840 étaient considérées comme berbérophones. Donc, bah voilà, ça fait un habitant sur deux, c'est quand même assez important. Maintenant, vous savez, cette histoire, elle me rappelle un petit peu ce que la France a fait en France à l'égard des Bretons. C'est-à-dire que les Bretons et les Vendéens, bon, qui sont des voisins, hein, les Bretons sont devenus l'incarnation pour la République de l'ennemi de la République, c'est-à-dire le paysan contre-révolutionnaire, catholique, attaché à l'ancien régime et qui est rebelle à la modernité. Eh bien, des gens comme ça, il y en avait dans toute la France. La Provence a été très contre-révolutionnaire. De nombreuses régions de l'Est ou du centre de la France, du Massif central, des Pyrénées, ont été des régions contre-révolutionnaires. Mais à la fin, ce que retient la République dans les années 1870, c'est que c'est la Bretagne. Que la Bretagne, c'est le symbole de l'esprit archaïque, etc. Alors, c'est dans un autre contexte, mais au fond, c'est le même pouvoir français, parisien, des capitales, que ce soit Alger ou à Paris, qui va finalement simplifier les choses. Hein. Les pouvoirs politiques, ils aiment bien simplifier les choses, amis, ennemis, et donc finalement, on va enfermer, on va absorber, et les Kabyles, ça va devenir les Berbères d'Algérie. Hein. Alors, c'est vrai qu'à l'époque des Turcs, j'imagine que les montagnes qui étaient autour de la Mitidja étaient considérées comme Kabyles, puisque les Kabyles, c'était les tribus, le monde des tribus qui vivaient dans les montagnes, dans la proximité, y compris dans l'Algérois, évidemment, dans tout l'Algérois, etc. Il n'y avait pas vraiment de limite géographique, etc. Mais à partir du moment où les Français vont réorganiser le pays à leur manière, effectivement, ils vont délimiter la Kabylie. Et donc, ce qui est une appellation apparemment neutre, culturelle, sociale, sociologique, on dirait aujourd'hui sociétale, en fait, c'est une appellation idéologique et politique.
et ça permet d'oublier les autres berbères et de simplifier cette carte de l'Algérie. Et bien sûr, les nationalistes arabes vont reprendre cette taxinomie, d'autant plus que le fait d'avoir désigné les Kabyles d'Algérie comme étant des Berbères d'Algérie comme étant des Kabyles, bah, ça permet au fond de soumettre le reste du pays vous voyez, l'expression bureau arabe est très intéressante. Ils auraient pu dire on va faire des bureaux arabes et des bureaux berbères, bah, pas du tout. Il y a les bureaux arabes partout, point. Donc, simplification politique et idéologique. Voilà. Après, vous reconnaissez que le pays kabyle, c'est une région, c'est un monde avec une identité extrêmement forte, très structurée en termes d'organisation sociale, politique, avec ce qu'on appelle les assemblées de village, avec des pratiques sociales, des pratiques culturelles très puissantes, avec une série d'éléments qui font que la société kabyle est une société très organisée, très structurée. D'ailleurs, son modèle a été très souvent, je veux dire, étudié. On a essayé de comprendre sa profondeur et comment donc il y a une spécificité indéniable kabyle dans le monde berbère. Même s'il y a Oui, des ressemblances avec les autres communautés berbères dans d'autres pays, il y a bien sûr, mais là, il y a peut-être une particularité forte kabyle. Qu'est-ce que vous en certainement. pensez? Certainement, c'est pour ça que la Kabylie finalement a été utilisée par le colonisateur, comme d'ailleurs par c'est les Turcs hein, qui avaient lancé si je puis dire l'expression la Kabylie. Donc ça veut bien dire qu'il y avait, je crois qu'il y avait une économie particulière. Hein. Il y avait une soixantaine de tribus de mémoire qui avaient des spécialités artisanales et économiques très. C'était une société d'échange hein, dans lesquelles l'agriculture finalement apparemment n'était pas dominante puisque c'était pas une terre qui pouvait nourrir tout le monde, donc il fallait produire, il fallait échanger, il fallait faire du commerce. Donc il y avait un système économique très sophistiqué avec de nombreux métiers pratiqués dans tel ou tel groupe tribal. Et finalement, je le dis au cas où des gens m'écoutent, quand je dis groupe tribal ou tribu, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est descriptif, je veux que les choses soient claires. Si ça gêne quelqu'un, je pourrais tout à fait employer un autre mot, mais je ne le dis pas du tout à mal. Voilà, donc je crois qu'il y a une identité. En fait, la Kabylie, c'est un peu comme la Sicile, la Corse. Il y a un problème de connexion. Nous, nous espérons retrouver Monsieur Vermeuren. Ce sont les aléas de la diffusion. Bon, voilà, je me retrouve tout seul quelques instants. J'espère que nous retrouverons Monsieur Vermeuren, qui est un endroit reculé ici en France et effectivement, il y a des difficultés de connexion. Ce que je vous propose, on va patienter quelques secondes. Voilà, il nous revient. C'est très bien. On vous a perdu quelques secondes de Monsieur Vermeuren, des secondes qui sont devenues longues. Est-ce que vous m'entendez? Non, pour le moment, la connexion n'est pas parfaite. Voilà, est-ce que on vous entend pas? Non, il y a un problème de micro. Il faut régler le micro. Voilà, j'en profite pour vous dire que l'université d'été à Mazir se poursuit et que ce dimanche soir à 19h30, nous accueillons un conférencier qui nous vient de Hollande. C'est un chercheur universitaire, Abdelrahman El Aissati, qui va nous parler des Riffins de Hollande, de la problématique qui se pose à eux en tant qu'identité, culture et valeurs. Vous m'entendez là? Moi, je vous entends très bien Voilà, j'en ai personnellement. profité pour C'est sûr. glisser une, euh, une publicité, si je puis dire les choses ainsi. Alors, vous étiez en train de parler de la Kabylie. Alors, vous avez utilisé un mot, vous n'êtes pas allé au bout de votre phrase. Vous pourriez poursuivre votre réflexion? Non, je disais, ça, il y a,
Vous m'avez entendu quand je parlais des aspects économiques Oui, oui, oui. Voilà. Je pense qu'il y avait une cohérence de ce pays qui fait penser un petit peu à une société insulaire, un peu comme la Sardaigne, la Corse. Hein, ce sont des montagnes méditerranéennes aussi qui ont une très forte identité. Et ça me rappelle un peu le Rif ou le Liban. Et donc, même si ce sont des pays qui sont bien sûr continentaux, puisqu'ils sont. Mais il y a cette dimension un petit peu insulaire qui donne quand même un caractère politique, économique, sociologique très particulier. Donc, il y a une unité organique en quelque sorte. Donc, moi, je, Hmm. Voilà, nous perdons à nouveau Pierre Vermeuren. Je crois que ça va être un peu compliqué de je me dis c'est poursuivre. un Oui, vous êtes là? peu la Kabylie, c'est peut-être une autre île inconnue avec les autres unités à l'intérieur du Breté, quelque chose de très. Moi, je vous ai bien. Oui, on vous a entendu en partie, hein, parce que la connexion n'est pas stable et de ce fait, c'est entrecoupé. Alors, je ne sais pas si on peut Ouais. partager votre point de vue sur la présentation que vous faites de la Kabylie, sa comparaison avec la Sicile ou la Sardaigne, parce qu'il me semble, hein, sans que je sois un anthropologue ou un ethnologue de ces sociétés, que la société kabyle a une structuration politique, juridique et vraiment des fondamentaux extraordinairement puissants. C'est aussi un des facteurs, une des raisons pour lesquelles elle a résisté et continue de résister. Je pense que Moi, c'est la structuration de la société kabyle qui a qui a une force remarquable, extraordinaire. Oui. non, ce que je voulais dire, j'insistais sur le côté insulaire, c'est-à-dire l'unité organique. Donc, bien sûr qu'il y a des caractéristiques particulières et propres à cette société, mais je voulais dire, vous parliez de la puissance et du modèle que ça peut représenter quand on l'étudie. Ça a certains aspects d'une société insulaire par sa cohérence. Après, dans la cohérence, il y a beaucoup de choses évidemment différentes. Ouais. Mais justement, comment expliquez-vous que cette société qui a été, vous le dites, hein, vous l'avez dit, qui a été l'objet d'une violence extrême, puisque vous dites que sur les 600 000 habitants qui y vivaient dans les années 1870, n'en sont restés que 300 000. C'est dire le désastre qu'a vécu ce territoire. Comment expliquez-vous cette capacité alors voilà, de survie, de réaction et au fait bon, vous l'avez dit, mais comment vous expliquez cette... Euh, je crois que Vous m'entendez? Ça va? Oui, oui, on vous entend. Non, je crois qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui de la violence des crises que les sociétés connaissaient sous ce qu'on appelle l'Ancien Régime hein, en histoire. Ouais. N'oubliez pas que pendant les guerres de religion, la moitié de la population de l'Allemagne a disparu. Mm. Aujourd'hui, ça paraît impensable, mais ces sociétés traditionnelles, avec les famines, avec les épidémies, avec les guerres, elles étaient habituées, enfin en tout cas à un certain moment de leur histoire, elles vivaient des véritables tragédies. Kabyle des années 1860-70 a Mm. vécu une tragédie de ce type. Malheureusement, je crois que beaucoup de sociétés dans le monde les ont vécues et ça n'empêche pas que on peut avoir après affaire à une renaissance très brillante et très puissante. Hein. Les ressources humaines sont tout à fait étonnantes parfois et bon, ça n'excuse rien sur ce qui s'est passé. Mais en revanche, c'est pas un phénomène unique, je pense. Mhm. Alors, Hélas. oui, vous avez dit, alors, je vous pose la question que la prise de conscience nationaliste est venue par un certain nombre de facteurs, l'immigration, les études, etc. Mais ne pensez-vous pas également que dans la mémoire collective des Kabyles, ce qui s'est passé en 1857, en 1871 n'est pas resté vivace dans les esprits. Et
quand bien même la tradition est une tradition orale? Sans aucun doute, sans aucun doute. D'ailleurs, on a beaucoup de textes qui le prouvent, notamment les textes de poésie qui ont été transcrits. On sait très bien que la mémoire des événements dramatiques de 1871 était encore très forte au milieu du XXe siècle. Donc oui, c'est une société de culture orale et c'est une société dans laquelle on n'oublie pas, on transmet les récits. Et puis c'était une société aussi très religieuse qui était très se placer aussi sous la protection de ses ancêtres, de ses saints protecteurs. Et de ce point de vue-là, il y avait une foi ardente qui était réaliste parce qu'elle savait qu'elle était dans une situation de faiblesse à un moment donné, dans une situation d'infériorité, mais jamais l'idée d'une soumission ad vitam aeternam n'a été intégrée. C'était simplement, il fallait attendre le moment de la résistance, le moment du réveil et le moment de la force. Et donc, je crois que bien sûr, là-dedans, la dimension religieuse est très importante. On a dit, Stora avait dit que l'islam avait joué ce rôle de réveil identitaire. Il avait appelé ça, de mémoire, la patrie de résistance identitaire, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'islam des Kabyles et des Algériens en général et des Maghrébins en général à l'époque, c'était un islam qui était très en prise aux congrégations, qui était très en prise aux sanctuaires, aux ancêtres, aux saints, aux prières collectives, nocturnes ou autres, dans certains lieux, dans des sources, dans des forêts, etc. Donc il y avait toute une religiosité populaire. Aujourd'hui, on dirait une religiosité populaire, mais cette religiosité, elle n'a jamais cessé. Elle s'est perpétuée, elle a été observée par les Français durant toute la période. Il y a eu tellement d'études qu'on a dans les archives énormément de documentation sur ces phénomènes religieux. Et donc, on sait très bien qu'ils ont eu lieu. Et donc, au fond, cet islam particulier dans sa dimension populaire, dans sa dimension très particulière, qui est très très loin de l'islam qu'on connaît aujourd'hui et du salafisme ambiant qui s'est répandu, eh bien, il a été un vecteur très fort de résistance. Très bien. Si vous permettez, quand on parle du mythe kabyle, est-ce que quand on vous écoute et qu'on lit l'histoire, est-ce que finalement ce mythe n'est pas de faire croire, parce que le mythe kabyle, quand on parle du mythe kabyle, c'est de dire que le kabyle a été privilégié, a été favorisé, que le kabyle, quelque part, est-ce que finalement, en vous écoutant et puis en essayant de comprendre les différents phénomènes, les différents mouvements auxquels cette Kabylie ou ces Kabyles ont été confrontés au cours de leur histoire, au fait, le véritable mythe, c'est celui de la destruction, de l'affaiblissement du monde kabyle. Parce que quand on voit tout ce C'est pas qui le a... mythe, c'est la réalité. Oui, mais si vous voulez, mais le vrai mythe, on pourrait le développer dans ce sens. Oui, mais ça, si vous voulez, il s'est passé exactement la même chose au Maroc. Le nationalisme arabe a développé l'idée d'un mythe berbère au Maroc. Ça peut pas être un mythe kabyle, c'est un mythe berbère. Et l'idée, c'est comme ça d'ailleurs que le nationalisme marocain moderne autour de ce qui va devenir l'Istiqlal, c'est la fameuse question du manifeste berbère. L'idée, c'est que les Français ont privilégié les Berbères. Mais en fait, quand on regarde l'histoire, il n'y a jamais eu de privilège. C'est le nationalisme arabe au XXe siècle qui a dit que le mythe kabyle ou le mythe berbère était une manière pour les Français de privilégier les Berbères. Mais ça n'a jamais été le cas. Oui. Jamais ils n'ont cherché à privilégier telle ou telle population. Simplement, ils ont créé un mythe, c'est-à-dire une histoire, une légende, un imaginaire particulier qui a une On a, connotation à la fois positive, par exemple, bon,
par exemple, ils ont été chrétiens et romains. Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? on vous entend Allô? Vous difficilement. m'entendez? Là, on vous entend Ouais. un peu compliqué, mais c'est bien Ok. dommage parce qu'on Donc a. Voilà. Allez-y, je reprenez. reprends. Vous étiez parti. Il y a une. Oui, Vous étiez vous parliez d'Aïr Berbère, de ce qui s'est passé au Maroc. oui. Je peux prendre le téléphone hein, si ça va mieux, si Là, votre collaboratrice y trouve un avantage, mais je continue comme ça. Je vous disais, il y a le mythe, c'est une histoire, c'est une légende. Donc, il y a dans cette légende, ça ne veut pas dire qu'on a privilégié, que les Français ont privilégié les Kabyles ou les Berbères. Ça veut dire qu'ils leur ont créé un statut, une histoire particulière. Cette histoire particulière, elle a des aspects positifs du point de vue des Français et elle a des aspects négatifs. L'aspect positif, c'est de dire ah oui mais ces gens étaient nos cousins dans l'Antiquité parce qu'ils étaient chrétiens, romains, etc. Mais entre-temps, ils sont devenus, voilà, ils ont perdu leur latinité, ils ont perdu leur christianisme, ils sont retournés à une culture orale. Donc, entre une culture orale et une culture écrite, notamment la langue arabe, les Français, les intellectuels français, ils ont toujours préféré l'arabe parce que pour eux, c'est rattaché à une tradition savante, c'est quelque chose qu'ils connaissent, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Donc, le mythe berbère, le mythe kabyle, il a une ambiguïté, hein, parce que quelque part, le berbère, c'est celui qui est l'inconnu. Je n'ose pas employer le mot sauvage, mais ce mot a été employé par les anthropologues coloniaux. C'est la part sauvage, c'est-à-dire la part ignorante. Donc, il ne faut pas imaginer que que le mythe kabyle, c'est la valorisation. C'est parfois le dénigrement aussi. Donc, il y a la double composante valorisation, dénigrement. C'est ça qui est très compliqué. Il y a les deux à la fois. Mais ce n'est pas du tout uniquement positif. Et surtout, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire que de tout. On y trouve la démocratie, on y trouve les femmes, on y trouve un faux islam, on y trouve des guerriers, on y trouve des bons commerçants. En fait, on y trouve tout ce qu'on veut. Hein. On y trouve Oui, tout ce qu'on veut. Et finalement, le nationalisme arabe, me semble-t-il, il a travesti la réalité, il a simplifié. Il a dit le mythe kabyle, c'est que les Européens, les Français, avaient une relation privilégiée avec cette population. C'est faux. Que oui, ce soit au Maroc, en Algérie ou ailleurs, je n'ai pas trouvé ça dans l'histoire. oui. Mais vous, Monsieur Vermeuren, avec vos connaissances, mais l'opinion publique, y compris l'idéologie dominante dans les milieux universitaires depuis des années, continue à cultiver cette spécificité, cette dimension de dire que les Berbères, c'est cela, les Berbères, c'est cela, ce qui est contraire à la réalité. Donc, on peut là aussi se poser la question sur le rôle, bien sûr, de la France coloniale, mais c'est aussi la France intellectuelle, la France politique, dans sa représentation et sa présentation du monde berbère. Ah oui, bien sûr, mais vous savez, l'histoire n'est pas juste. L'histoire n'est jamais juste. Et c'est pour ça qu'on essaye après coup de faire des travaux scientifiques pour essayer de rétablir certaines vérités. Mais il y a des perceptions qui sont très, très difficiles à changer. Il faut vous dire que il y a des miracles parfois et que les choses peuvent évoluer d'une manière inattendue et positive, mais il y a du travail. C'est pour ça qu'il faut publier, c'est pour ça qu'il faut travailler, c'est pour ça qu'il faut faire des thèses. C'est pour ça qu'il faut travailler, c'est pour ça qu'il faut faire la thèse dont je parlais tout à l'heure sur le très. Elle n'est pas encore publiée, malheureusement. J'espère qu'elle va l'être bientôt. Elle met les choses d'une manière très précise, très à plat, et elle permet de faire de l'histoire plutôt que de raconter des histoires, parce que ils ont eux aussi repris et diffusé et pas seulement
Allô? Moi, je peux vous téléphoner. Oui, oui, je pense que même ceux qui nous suivent. Allô? Oui, 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 oui. vous m'entendez? Voilà, allez-y. Je suis désolé, mais on peut utiliser le téléphone si vous voulez. Je ne sais pas si la connexion serait. Ce que je Bon, vous propose, Monsieur Vermeuren, c'est, compte tenu des difficultés de connexion, c'est plutôt de nous retrouver à un autre moment, parce que là, on entame la discussion qui est passionnante. Et en tous les cas, on a bien entendu tout ce que vous nous avez exposé et la complexité, la richesse de vos propos. Voilà. Ah oui, vous voulez qu'on utilise le téléphone? Je ne sais pas si ce sera de qualité. On va quand même faire une tentative, mais Bonjour, non, vous êtes sur répondeur, Monsieur Vermeuren. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à un autre moment pour reparler de cette histoire, de ces périodes. Voilà, je vous dis ça serait merci. mieux. Moi, l'autre jour, je l'ai Non, fait. non, non. Ouais. Non, la communication est difficile. C'est entrecoupé et je pense que c'est compliqué pour le public de nous suivre. Et donc, vous Je m'appelez. vous appelle. Oui, Allô? oui. Alors, Ouais. Vous pouvez utiliser le téléphone ou pas? Ou on arrête là? moi, ce que je ne sais pas, c'est quelle est la qualité du son. la qualité est bonne pour mon Oui, mais téléphone. moi, je pense plutôt à ceux qui nous suivent et qui sont devant leur ordinateur, qui tiennent leur portable dans les mains. Est-ce que vous pouvez connecter votre ordinateur sur le système ou pas du tout? Votre téléphone ou pas du tout? eh ben, mon téléphone, je l'utilise pour vous répondre. Alors, oui, seulement, ouais. Parce que... Après, il faut maîtriser ces outils, donc il faut oui, je sais, c'est compliqué. Oui, oui, non. Non, mais ce que je vous propose, Monsieur Vermeuren, c'est plutôt de nous revoir bientôt. Voilà, on a entamé une discussion passionnante. Je pense que les gens qui nous suivent, les personnes qui nous suivent partagent cet avis. Ils sont à la recherche de connaissances et s'interrogent beaucoup sur le monde amazigh, le monde berbère dans sa diversité. Et puis, on n'a pas eu le temps de nous projeter sur le monde d'aujourd'hui, puisque si nous essayons de comprendre le passé, c'est aussi pour essayer de nous construire dans des sociétés pacifiées, dans des sociétés où nous puissions tous vivre paisiblement, tranquillement, dans la reconnaissance des identités, des cultures des uns et des autres. Voilà, c'est tout ce qui nous conduit à organiser ces conférences. Vous m'entendez là? Non, vous ne m'entendez plus. Donc, je dis à M. Vermeuren, merci d'avoir participé à cette réunion. Merci à vous tous qui nous suivez, qui êtes présents ce soir. Désolé, toutes nos excuses pour ces difficultés de connexion, de communication. Voilà, M. Vermeuren se trouve à un endroit où les réseaux ne sont pas puissants. Mais nous vous promettons qu'il reviendra très prochainement et on l'installera à un endroit bien connecté pour que la qualité du son et de l'image soit présente. Donc, on vous dit rendez-vous à dimanche soir à 19h. Nous accueillerons un chercheur néerlandais d'origine rifaine, Abdelrahim Laïsati, qui va nous parler de l'identité de la culture des Rifins qui vivent aux Pays-Bas. Et si vous voulez connaître les autres rendez-vous, je vous invite à aller sur la page Facebook de l'Université d'été Amazigh ou encore sur celle de la coordination des Berbères de France. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci.
Merci, Monsieur Vermeuren, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Je suis désolé de Vous pouvez la, dire la le couverture. mot de la fin? Allez-y. Ben, le mot de la fin. Eh bien, on ne vous entend pas. Eh bien, une autre fois. Bonne soirée.